Salut les sportifs, c'est Armano. Vous êtes sur le podcast Dans les vestiaires. Dans les vestiaires, c'est le podcast qui vous en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, les aventuriers, les explorateurs, les artistes pour financer leur carrière et vivre leurs rêves. Je voudrais commencer par des remerciements à toute la communauté qui interagit avec moi à chaque nouvelle publication d'épisode et qui rivalise d'idées pour avoir des invités. Juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec un nouvel invité, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et encore moins vous embêter avec de la publicité, mais plus je recevrai de sportives, de sportifs, d'artistes, d'aventuriers, d'explorateurs prestigieux et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors une seule solution, il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je compte donc sur vous pour aller dès maintenant sur Apple Podcast, laisser une note 5 étoiles et une revue, le faire aussi avec tous les comptes et tous les appareils des membres de votre famille et enfin inciter vos amis à nous écouter et à laisser des commentaires de folie. Allez, sur ce, assez discuté, je vous laisse écouter mon nouvel invité. Salut les sportifs, bienvenue pour ce deuxième épisode de la saison 2 du podcast Dans les vestiaires. Je suis très heureux, comme toujours, d'avoir un superbe invité à mes côtés. L'année dernière, on a initié le podcast avec Eléa Mariama Diarra, qui excellait sur 4x400. On l'a terminé avec Clément Leduc, qui est un spécialiste du 10 000 mètres, pour commencer cette nouvelle année, cette année 2021, qui, on l'espère, d'un point de vue sportif et personnel, sera bien meilleure que 2020. En même temps, ça ne peut pas être pire. Eh bien, on continue avec notre série sur l'athlétisme et j'ai l'honneur d'avoir en face de moi, à cette table virtuelle, un invité qui m'a été recommandé par Clément Leduc, donc le dernier invité de la saison 1. Salut à toi, cher invité, comment vas-tu ? Salut, très bien, impeccable. Je suis content d'être ici pour ce podcast et tout va bien. On n'a pas encore dévoilé ton nom. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, donc comment tu t'appelles, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie et puis quel sport tu pratiques ? Oui, du coup, j'ai 25 ans, je m'appelle Emmanuel. Je fais de la course à pied, donc plutôt sur le long, ça veut dire 5000 mètres, 10 000 mètres, marathon, cross. Donc c'est toutes les distances qui sont un peu entre 15 minutes d'effort et jusqu'à 2 heures max. Ah, 2 heures au marathon? Oula, wow, non, tu me fais mal aux jambes, là. 2h10. Bon, je me suis dit pour 10 minutes, ouais, on va vrai, pas chipoter. C'est vrai. Mais... Tu nous as juste donné ton prénom, mais donne-nous ton nom en entier. Tu sais que, en général, en France, les athlètes, on les appelle plus par leur nom que par leur prénom. C'est vrai. Du coup, Emmanuel Rodolphe-Lévis, t'es champion de France de cross l'année dernière et voilà. Ah, donc je comprends mieux pourquoi Clément t'a recommandé à nous déjà. Vous pratiquez les mêmes disciplines, donc le cross? Oui, exactement. Et en plus, on a été coéquipiers de club à Portland, aux États-Unis. Donc, on s'est entraînés ensemble pendant pas mal de temps, et puis en stage en équipe de France, tout ça. Donc, ouais, c'est vrai que je connais bien. Ouais, effectivement, il nous a dit que c'était un peu grâce ou à cause de toi qu'il avait été jeter un œil du côté de l'université de Portland et que c'est toi qui lui as donné des bons tuyaux, des bonnes adresses pour pouvoir intégrer l'université. Moi je serais quand même tenté de dire que c'est grâce à toi qu'il suit aussi cette belle trajectoire. On va revenir un petit peu après justement sur ton expérience à Portland. Ce que j'aimerais bien déjà comprendre, c'est toi. Comment tu as commencé le sport ? Comment est-ce que tu as glissé doucement vers le haut niveau ? Et puis après, on continuera un petit peu sur le reste de ta formation. Faut savoir déjà que mon père, il était sportif de base, donc c'est plus simple quand on est dans la famille, etc. Donc il avait fait les Jeux en 76 sur 10 km, 10 000 mètres. Et du coup, j'ai toujours été un peu dans ce milieu où, par exemple, j'allais au stade même quand j'étais tout petit et que je savais à peine marcher, etc. Donc j'ai toujours été un petit peu dans ce milieu. J'ai essayé d'autres sports quand j'étais plus grand, j'ai essayé un peu le foot, mais c'était pas bon, quoi. J'ai pas la coordination, etc. Et la course à pied, c'était vraiment là où j'excellais à chaque fois et ça faisait plaisir d'être parmi les meilleurs dans une compétition et vraiment d'être là à la bataille. Donc c'est vraiment ce qui m'a plu. Mon papa qui a grandi en Sicile, a fait beaucoup de judo quand il était jeune, du judo et de la lutte. Donc quand il a été question de me mettre au sport, forcément mes parents se sont dirigés pour moi vers le judo. Ça a vite tourné au judo garderie parce qu'en fait c'était un sport qui me plaisait pas plus que ça, si ce n'est les valeurs qui étaient défendues dans ce sport. Mais mon papa était pas champion olympique. Est-ce que toi, quand on a un papa champion olympique, déjà c'est un plaisir d'aller à l'entraînement. Est-ce que la figure du père est toujours le fait, notamment pour les garçons, de vouloir
atteindre, dépasser, écraser papa était présente. Et puis est-ce que tu avais la pression, quoi, parce que il a été au jeu en 76. Est-ce que toi tu te sentais pas un peu de pression au-dessus des épaules? Ouais, c'est une question qui revient souvent, celle-là. Bon, déjà, il a pas été champion olympique, hein. Et il a été aux Jeux Olympiques, mais il a pas été champion olympique. Olympien, on va dire. Et ensuite, oui, c'est sûr, à un moment donné, il a fallu quand même, couper le cordon un petit peu, dans le sens où c'était lui qui m'entraînait quand j'étais plus jeune, il y a eu un moment donné où il a fallu que je me trouve un autre coach, et ça a pas plu forcément, etc. Ça a pris un peu de temps, et maintenant, bon, tout va bien, mais c'est sûr que c'est différent, c'est différent. Moi, j'ai toujours aimé la course à pied, donc je pense que j'en aurais fait même sans lui. Mais c'est sûr que le fait qu'il fasse de la course à pied, j'en aurais pas fait si tôt. J'aurais peut-être attendu mes 20 ans ou mes 18 ans, quelque chose comme ça. Alors que là, j'étais baigné dedans depuis toujours, quoi. Et alors, est-ce que ton père court toujours? Est-ce que vous partagez certaines sorties, certaines courses ensemble? Il court plus, il a bien raison à un moment donné. Bon, quand on a couru toute sa vie, on n'a peut-être pas forcément envie de continuer à courir, mais il fait encore du vélo. Des fois, il m'accompagne en vélo, on fait des séances ensemble. Donc c'est vrai que c'est sympa, il est toujours présent et il est là sur les courses et c'est bien, quoi. Ah, génial. Le soutien familial, surtout quand ça vient des ascendants, ça doit être top. Pour rester sur l'histoire de la pression, en tant que Français et en tant que fils d'Olympien, 2024, tu te sens un petit peu obligé, non? 2024, c'est sûr, c'est un objectif, hein. Déjà, bon, 2020, c'était l'objectif. Pas passé très loin, mais ça l'a pas fait. Donc maintenant, l'objectif, 2024, c'est sûr. C'est sûr, sur le marathon, ça serait bien et voilà, faut tout donner, c'est bien, ça donne un objectif à moyen, long terme, et ça motive tous les jours pour se lever. Les temps de qualification édictés par l'équipe de France pour intégrer l'équipe de France au marathon des Jeux Olympiques de 2020 étaient assez serrés. Est-ce que du coup les compteurs ont été remis à zéro pour 2020 pour ceux qui souhaitaient retenter leur chance pour participer à 2021 en raison du décalage des JO dû à la pandémie, ou ceux qui étaient qualifiés pour 2020, c'est ceux qui vont aller en 2021? Non, exactement. Ceux qui étaient qualifiés en 2020, c'est ceux qui iront en 2021. Donc là, j'ai réussi à faire les minima olympiques il y a un mois, mais ça va pas compter pour la qualification olympique de toute manière, vu que les positions sont déjà figées, en fait. Ok, à moins d'un désistement, c'est ça, non? À moins de désistement ou d'autres soucis, mais voilà, il y aura pas sur le marathon en tout cas. Après, il me reste encore le 10 000 mètres à tenter, peut-être, faut pas abandonner. Alors vas-y, fais-nous rêver les minima olympiques sur 10 000 et sur marathon, pour les hommes. Alors, 10 000, si je dis pas de bêtises, ça doit être 27 minutes et 24 secondes. Et sur marathon... Ok, c'est à peu près mon temps aux 5 000. Et donc sur marathon, t'as dit 2h11? 2h11 et 30 secondes pour le marathon. Ah oui, je comprends du coup que tu sois plus à 10 minutes près, quoi. 2 heures, c'est bon. Exactement, bon, on va pas chipoter. Non, et du coup, j'ai fait les minima pour 10 secondes, à 10 secondes près. D'accord, donc tu fais 2-11-20, quoi. Ouais, c'est ça. Félicitations. Merci. Mais du coup, est-ce que ça va compter pour 2024 ou tout reste à faire encore? Tu auras refaire les minima pour pouvoir y aller? Du coup, pour 2024, ça va être, je pense que ça va être un peu le même système que pour Tokyo ici, c'est-à-dire que les qualifs vont être ouvertes 2 ans avant ou 1 an et demi avant. Donc non, mon chrono va pas compter pour 2024. J'aurai le temps de faire d'autres marathons, donc je suis pas inquiet. Surtout en espérant que le Covid soit loin d'ici là. C'est ça, puis au moins tu sais que tu as été capable de le faire une fois, donc psychologiquement ça doit aider. Exactement. Et comme je fais quand même partie des relativement jeunes marathoniens en France, bon, j'espère que je pourrai continuer à progresser, tandis que d'autres sont peut-être plus compliqués d'ici 2024. Ouais, mine de rien, faut pas l'oublier, quoi. Faut se dire que, on est en 2021, mais 2024 c'est dans 3 ans, et puis quand on est athlète de haut niveau, en 3 ans, il peut s'en passer des choses. Déjà, la blessure, et puis on prend de l'âge, et ça peut paraître bête. On se dit souvent qu'on a plus 20 ans quand on est sportif et qu'on sent qu'on a un petit peu du mal à récupérer, mais j'imagine que quand on est sportif de haut niveau, 3 ans, ça joue aussi dans la capacité de récupération. Complètement. Après, c'est vrai que le marathon, c'est quand même une discipline, où on évolue tardivement. On peut avoir un pic de carrière à 32, 33 ans. Mais c'est sûr que quelqu'un qui a déjà 35 ans et qui espère faire ceux de 2024, c'est très bien possible, mais ça va être plus compliqué, forcément. Pour revenir sur l'histoire de ce podcast est né parce que dans la famille de mon épouse, il y a une sportive qui cherchait à se qualifier pour le marathon de Tokyo, qui s'appelle Fanzantein Félix, et elle a eu beaucoup de mal à se qualifier, à faire les minima, et finalement elle est passée à quelque chose près, et bon, ce sera pas pour 2021 du coup, et ce sera pas non plus pour 2024 parce qu'elle a déjà 40 ans, donc je crois que ça va être un petit peu trop tard pour elle. Mais effectivement,
ce podcast est né des échanges que j'avais pu avoir avec fans, avec d'autres sportifs de haut niveau, et je me suis dit non, c'est pas possible. On peut pas rater les minima juste parce que il nous manque 2000 euros pour aller faire une course qualificative et tenter à nouveau les minima et être sélectionné. Donc j'espère en tout cas que ce sera pas ton cas, et en tout cas t'es là pour en parler, pour nous dire un petit peu comment se passe la carrière d'un sportif de haut niveau. Donc tu nous as dit que t'as découvert le sport assez jeune, quand ton père allait s'entraîner, tu rentrais dans son sac de sport et puis tu sortais dans les vestiaires pour aller dire coucou papa, je suis là, finalement je vais courir un peu à côté de toi. Bon, j'affabule. Et ensuite, comment est-ce que tu as doucement glissé vers le haut niveau? Quand j'étais plus petit, je m'entraînais pas tellement, mais je faisais les crosses, les compétitions, les départementaux, les choses comme ça, parce que c'est vrai, c'était vraiment ce qui me plaisait en fait. C'était courir face aux autres et voir où je me situais par rapport aux autres. Et je me suis rendu compte que en fait, pour progresser, il fallait s'entraîner. Mon père, il m'a entraîné aussi, donc quand j'étais jeune, et c'est un peu comme ça que ça a commencé, quoi. Au début, je m'entraînais pas énormément, je faisais peut-être 4 entraînements par semaine, mais voilà, ça me plaisait. Et je suis toujours resté dans cette logique d'essayer de progresser et de voir où est-ce que je peux emmener mon corps, en fait. Donc c'est un peu comme ça que c'est venu, mais là, c'est tombé sur la course à pied parce que c'est là-dedans, j'ai les gènes pour la course à pied et j'ai une famille de coureurs un peu, mais ça aurait été un autre sport ou ça aurait été une autre activité, je sais pas, moi, si j'avais été fort aux échecs, peut-être que je me serais passionné des échecs, j'en sais rien. Heureusement alors pour nous, en tout cas pour la France, que tu as choisi la course à pied, enfin que t'es tombé dans la course à pied comme Obélix, et puis que tu y es resté, en espérant qu'effectivement tu seras parmi les porte-drapeaux et sur le podium lors des JO de 2024. Je reviens un petit peu sur ce que tu nous as dit tout à l'heure. Donc t'as fait les minima pour les JO cette année, malheureusement trop tard, donc t'as pas été qualifié pour Tokyo 2021 du coup. Tu nous disais aussi que tu allais essayer de te qualifier sur les 10 000. Donc comment est-ce qu'on fait pour gérer 10 000 et marathon sur les JO? C'est deux préparations différentes. Là, j'ai fait ma préparation marathon cet été jusqu'à cet hiver un peu, où j'ai commencé ma préparation septembre, octobre, novembre, et j'ai couru mon marathon en décembre. Et là, je vais faire mon 10 000, donc ça va être cet été. Ça va être une préparation un peu plus courte, mais je vais essayer de garder les bases de mon marathon et de jouer vraiment sur mes qualités, sur mon endurance, etc. Donc voilà, après le plus dur, ce sera quand même de trouver une course peut-être, parce que avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est très très compliqué de rentrer sur une course et de trouver des bonnes courses. On va voir. Ce qui est de la préparation, faire les minima, les qualifs, ok, je peux comprendre. Tu te prépares sur deux tableaux différents à deux périodes différentes. Mais au moment des JO, tu vas pas pouvoir dire, allez, je prépare le marathon qui aura lieu début août et puis le 10 000 qui aura lieu fin août. La fenêtre de préparation va être vraiment très courte. Donc comment est-ce qu'on gère une double préparation comme ça? Dans l'absolu, je suis pas qualifié sur le marathon, donc je me préparais que sur le 10 000 mètres de toute manière. Si jamais j'arrive à me qualifier, évidemment. Il y a relativement peu de personnes qui sont qualifiées à la fois sur le marathon et le 10 000 mètres, en fait. Et sur le 10 000, ce serait donc pour 2024, pas pour 2021? Je vais essayer 2021. Parce que les qualifications sont un peu différentes. En fait, sur marathon, la qualification est plus en amont, alors que sur la piste, on peut se qualifier 2 mois avant, par exemple. Ouais, donc ça te permettrait effectivement d'être quand même à Tokyo en 2021 si tu arrives à te qualifier, à faire les minima, et puis tant qu'à faire, réessayer sur 2024 de te présenter sur les 2 lignes de départ. Exactement, c'est ça. Revenons un petit peu à toi vraiment, et pas tellement à l'actualité présente, mais à toi. Donc tu découvres le sport quand t'es plutôt jeune, t'accroches tout de suite, tu t'orientes vers la course à pied. C'est d'abord ton père qui t'entraîne, puis après tu nous as dit tu prends un autre entraîneur. À quel moment vraiment t'as senti que tu basculais vers le haut niveau? Je pense que c'est quand je suis allé en équipe de France, en stage en équipe de France surtout, parce qu'avant j'étais déjà allé en équipe de France et je tirais mon épingle du jeu, je m'en sortais bien. Sauf que lors mon premier stage en équipe de France, je me suis rendu compte que j'étais un amateur en fait. J'étais pas capable de m'entraîner 2 jours d'affilée sans être cuit le 3e jour, et je voyais d'autres qui s'entraînaient comme des bourrins, qui récupéraient, qui mangeaient bien, alors que moi j'étais un gamin un peu dans ma tête. Je me rendais pas compte, c'était pas des colonies de vacances. C'est là que je me suis dit, si je veux être aussi fort que ces gars-là, je dois progresser sur les aspects autres aussi que l'entraînement, sur l'alimentation, sur le repos, etc. Donc je dirais que oui, c'était quand j'avais peut-être 19 ans, dans ces eaux-là, 19, 20 ans, j'ai commencé à rentrer dans une logique
professionnel, oui. Déjà un adulte en tout cas sur le papier, et puis on va dire une certaine maturité qui t'a fait te poser des questions et tout mettre en œuvre justement pour être le meilleur des meilleurs. Est-ce qu'à partir de là, ton palmarès commence à s'étoffer, c'est-à-dire que tu gagnes plus uniquement sur les départementaux, les régionaux, mais tu commences à gagner aussi en championnats nationaux? En fait, j'avais déjà réussi à me qualifier en équipe de France et à avoir des titres avant ça. La différence, c'est que j'ai réussi à être plus régulier, je dirais. Après ça, c'était plus une constante, alors qu'avant, c'était un exploit de temps en temps. Est-ce que c'est déjà là que commence à se faire ressentir le besoin de financement de ta carrière? Parce que tu l'as dit, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu vas devoir travailler sur d'autres aspects que l'entraînement uniquement, donc c'est-à-dire le repos, l'alimentation. Et d'ailleurs, un petit ping pour mon copain Bertrand Soulier qui a mis en place sa méthode qu'il appelle SAM, c'est sommeil, alimentation et mouvement. Donc je crois que tu viens de la résumer en quelques mots, même à ton échelle de sportif de haut niveau. Donc est-ce que c'est vraiment à ce moment-là que tu as commencé à sentir qu'il t'allait avoir besoin de financer tout ça pour te déplacer, pour t'acheter du matériel, pour changer ton alimentation, pour mieux te reposer et donc peut-être mener de front des études, un travail, un entraînement, une préparation spécifique? Oui et non, enfin, dans l'absolu, à ce moment-là, il y avait mes parents qui m'aidaient, etc. Donc, j'étais pas dans un besoin urgent de trouver un financement. Mais je savais très bien qu'à un moment donné, il allait arriver un moment où j'allais devoir trouver une aide extérieure, c'est sûr. C'est sûr, parce que ça allait être compliqué de trouver un emploi à plein temps et à côté continuer en tant que sportif professionnel au même niveau que d'autres personnes qui vont aux Jeux Olympiques et qui sont dans le top 10, etc. Donc c'est sûr que j'ai toujours su qu'il falloir trouver quelque chose, oui. À ce moment-là, j'en ai pas besoin, mais maintenant c'est sûr que ça devient beaucoup plus crucial. J'imagine. Et alors du coup, c'est ce moment-là où tu commences à réaliser. À quel moment tu pars à Portland pour étudier? Est-ce que c'est comme Clément en bac+3, donc après ta licence, ou est-ce que c'est plus tôt? Comme pour Clément, en fait, ouais. En bac+3, je savais plus exactement. En fait, j'étais dans une logique où, au niveau des études, j'avais fait ce que je voulais, en fait, et je savais pas trop par où partir, en fait. Si j'essayais de trouver un boulot à plein temps, justement, ou si je me lançais à 100% dans la course à pied, sachant que j'avais pas le financement pour. Donc, c'est vrai que partir à Portland, c'était un peu une solution entre deux, où je pouvais continuer à m'entraîner sans pour autant me prendre la tête avec la question du financement, etc. Donc ça m'a offert un répit de 2 ans et demi en fait, donc c'était bien. Tu pars à Portland avec une licence. T'avais fait quoi comme étude avant? En fait, j'avais fait un DUT de statistique et ensuite j'ai fait une licence en démographie. DUT de statistique et licence en démographie. Donc la démographie, rappelle-moi, c'est un peu l'étude des gens et des territoires au niveau statistique, mais c'est plutôt une science de la géographie. Et le DUT statistique, c'est plutôt une science des maths, non? Exactement, oui. En fait, les deux vont un peu ensemble. Parce que la démographie, ça va être l'étude des populations et que la statistique, ça va être purement mathématiques, les logiciels qu'on peut utiliser, un peu de code informatique, etc. C'était plus concret la démographie, mais je pense que les statistiques m'ont plus apporté en brut. Ouais, clairement. Les statistiques et les probabilités, je crois que c'est la phase que j'ai le plus détestée pendant mes études. Mais ok, fine. Du coup là, bac+3, tu pars à Portland. Décris-nous un petit peu le process pour partir à Portland. On en a déjà grandement parlé avec Clément, mais de ton côté, comment ça s'est passé? Donc, est-ce que ça commence à la rentrée de la 3e année ou au tout début de la 3e année? Tu te dis bon bah qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Comment tu es rentré en contact avec Portland? C'est toi qui les as contactés? T'as été contacté? Comment ça se passe? Au premier tiers de ma 3e année, pendant ma licence de démographie, en fait, j'ai été contacté par eux après mes championnats d'Europe. Et c'est vrai que sur le coup, j'avais pas vraiment tilté parce que c'est pas la première fois que l'université américaine me contacte. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous ne voyez pas, mais là, je me moquais un petit peu d'Emmanuel en disant bon, c'est pas la première fois, allez. Mais non, mais c'est tout à ton honneur. Hein. C'était pas méchant hein, cette petite boutade. Et du coup, là, je m'étais dit, bah tiens, je vais regarder un petit peu, je leur avais répondu, etc. Et en parlant, au final, bah, je me suis rendu compte que ça pouvait être pas mal du tout, cette histoire. On a beaucoup parlé, on avait fait des Skype et tout. Et bon, à ce moment-là, mon niveau d'anglais était vraiment pas excellent, on va dire. Petit à petit, je me suis pris au truc et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être pas mal. Et j'ai commencé à vraiment bosser mon anglais, passer mon TOEFL. Limite, j'ai eu le score demandé, en fait. J'ai fait les démarches, l'école m'a beaucoup aidé et au début, je me suis dit, bon, je vais là-bas et on voit ce que ça donne. Si c'est pas bien, je m'en vais. Et au final, je suis resté 2 ans et demi, le maximum que je pouvais rester, donc
ça s'est plutôt bien passé, je pense, on peut dire. Ah bah ouais, j'imagine, ouais. Donc tu sors de là avec quoi, l'équivalent d'un bac plus 5? Oui, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qui te décide, qu'est-ce qui t'oblige à rentrer? Là aussi, on a déjà parlé du sujet avec Clément, mais j'aimerais avoir ton avis à toi. Est-ce que t'es rentré parce que t'avais pas le choix, parce que de toute façon, tu pouvais passer là-bas que 2 ans et demi, ton visa arrivait à expiration, ou à la limite, j'imagine que t'aurais pu renouveler ton visa pour autre chose, peut-être que t'aurais pu chercher un job aux US, peut-être que t'aurais pu être embauché par une équipe, trouver des sponsors aux US. Pourquoi t'es rentré? Pourquoi t'es pas resté là-bas? Et est-ce que ton séjour là-bas t'a vraiment aidé d'un point de vue sportif? Bon, déjà, je suis rentré parce que j'avais fini mes études, c'est vrai, et parce que mon visa allait expirer. J'aurais pu trouver un boulot là-bas, mais ça revenait au même que trouver un boulot en France, en fait. C'est-à-dire que j'aurais eu du mal à trouver un boulot à plein temps qui allait concilier ma pratique de haut niveau. Donc ça a jamais été une option pour moi d'arrêter la course à pied pour trouver un boulot. Oui, je suis rentré ici, mais dans mon esprit, il y a moyen de repartir là-bas. Par exemple, mon marathon, je l'ai fait aux États-Unis, celui où j'ai fait les minima olympiques. Dans l'idéal, j'aimerais bien trouver un groupe d'entraînement là-bas, donc c'est très possible que j'y revienne. Et voilà, maintenant je me considère un petit peu américain, même si je reste 100% français, mais je veux dire, je suis plus américain que la plupart des Français et je parle bien anglais, etc. Et c'est vrai que c'est sympa, la mentalité est différente. La mentalité ici, je vais m'entraîner un peu tout seul. Les Français sont un petit peu égoïstes. Pas tout le temps. Moi, je couperai au montage. Mais bon, la mentalité est différente et il y a des choses bien, des choses moins bien, mais du coup, c'est vrai que ça m'a plu ces 2 ans à Portland et j'aimerais bien continuer l'aventure d'une façon ou d'une autre. Ouais, clairement, je vois très bien ce que tu veux dire. Je sais que le sport aux États-Unis, ça fait partie de la culture, et c'est même une culture à part entière d'être un sportif. Et on le voit bien, hein, on arrive à avoir obtenir des bourses d'études quand on est sportif de haut niveau ou même sportif de bon niveau dans les plus grandes universités américaines. Là où en France, il faut quand même bien l'avouer, les sportifs sont vus comme des mecs qui ont des choses dans les muscles mais rien dans la tête, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et moi, ça me désole. Donc, c'est aussi l'intérêt de ce podcast, de montrer que les sportifs sont aussi des gens qui ont des choses dans la tête. À ce micro, j'avais, entre autres, alors si on parle vraiment de manière franco-française, des diplômes et qu'on a cette espèce d'approche élitiste, j'avais Alexandra Recchia, quintuple championne du monde de karaté, avocate, qui a dû mettre sa carrière en suspens pour pouvoir se qualifier pour les JO. Bon, raté, elle décale d'1 an. On a eu Clément, j'étais toi, et j'en ai eu tellement d'autres qui ont fait des études, qui ont mené de front les études et le sport de haut niveau. 1, c'est tout à votre honneur, et 2, c'est quand même bien la preuve que les sportifs ont pas la tête vide, quoi. Ouais. Ouais, non, on fait tous des études, surtout en France. Maintenant, on sait que pour avoir une carrière professionnelle après et même pendant, on est obligé de faire des études, quoi. On va pas arriver sur le marché du travail comme ça. Bonjour, j'ai le brevet et voilà. Donc ça, c'est peut-être en foot, mais il y a d'autres sports. On sait que voilà, on peut pas vivre toute notre vie là-dessus. Donc ouais. Donc Portland, est-ce que le fait d'être là-bas t'a apporté beaucoup de choses, tant d'un point de vue sportif, d'un point de vue personnel, et peut-être aussi d'un point de vue carrière de sportif. On en parlait il y a quelques instants. Le sport aux États-Unis, ça fait partie de la culture. C'est quelque chose qui est vu de manière totalement différente. Est-ce que quand vous êtes à l'université en tant que sportif de haut niveau, donc on le rappelle, hein, Clément, on en a déjà parlé avant, vous recevez une bourse d'études, mais aussi une bourse pour pouvoir vivre sur place. Vous n'êtes pas officiellement des sportifs salariés par l'université, mais ça s'y apparente quand même un petit peu. Est-ce que vous êtes aidé pour aller à la recherche de sponsors, de partenaires? Est-ce qu'on vous explique comment ça marche dans la vraie vie, entre guillemets? Non, à l'université, c'est à la fois très professionnel dans le sens où on va s'entraîner avec les meilleures méthodes possibles, on aura les meilleures méthodes de récupération, etc. Mais d'un autre côté, c'est très amateur dans le sens où on n'a pas le droit de gagner d'argent. Donc ils vont rembourser par exemple des billets d'avion ou des choses comme ça. On n'aura rien à payer sur place, mais c'est très amateur et le seul contact que j'avais avec des professionnels, c'était ceux qui ont réussi à devenir professionnels après Portland, justement, d'autres gens qui sont passés par cette université qui étaient bien connus. Mais l'entraîneur, il a entraîné pendant quelque chose comme 45 ans ou 40 ans d'affilée à Portland et il a jamais entraîné professionnellement. Donc il n'a pas de relation directe avec les agents, avec les organisateurs de courses, etc. Donc c'est un peu un monde à part que j'adore d'ailleurs parce qu'il n'y a pas il y a pas ce stress vraiment et cette jalousie un petit peu du monde professionnel. C'est vraiment le monde amateur, mais ça va tout aussi vite. Hein, c'est vraiment
Donc j'aimais bien ce milieu. Ouais. Bah justement, comme tu parles un petit peu du milieu américain, je voudrais faire un peu le parallèle. On va passer du coq à l'âne, mais tu nous as dit tout à l'heure que depuis que tu es rentré de Portland, il faut que tu cherches justement de l'argent pour pouvoir vivre de et par ton sport. Et tu me dis que, au contraire, aux États-Unis, quand t'es, en tout cas, étudiant à l'université, t'as pas les agents, t'as pas les contacts avec toutes ces choses-là. Enfin, t'es pas sportif pro, tu restes sportif amateur au sens, on va dire, noble du terme. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas être payé pour pratiquer ton sport, si ce n'est recevoir une bourse d'études et autres. Est-ce que tu pressens une différence dans dans la vie des sportifs de haut niveau entre les États-Unis et la France? On sait qu'il y a beaucoup de pognon dans le sport aux États-Unis, que beaucoup de sportifs de haut niveau aux États-Unis sont millionnaires, milliardaires ou autres. En France, c'est quand même très 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 limité, hein. Je pense que souvent quand on parle des sportifs qui ont bien réussi, bon, en dehors des footballeurs, on pense à Teddy Riner, on pense à Tony Parker, et puis voilà, je crois que ça s'arrête à peu près là. Est-ce que tu as une vue un petit peu de la différence entre le monde du sport aux États-Unis, le monde du sport en France? Alors, un petit peu, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez étonnantes. Comme tu l'as dit, en fait, il y a plus d'argent aux États-Unis, il y a plus de visibilité. En fait, c'est-à-dire que les joggers, enfin les gens qui font un marathon en 4 heures, ils vont connaître vraiment les meilleurs Américains là-bas. Alors qu'en France, quelqu'un qui fait 4 heures, il va pas forcément connaître les meilleurs Français. Et c'est ça qui rapporte beaucoup d'argent, je pense, c'est qu'il y a vraiment une visibilité. Les marques sont intéressées, en fait, pour sponsoriser des athlètes. Et la différence peut être énorme parce qu'un coureur en 2h10 au marathon, il peut gagner 40 000 $ à l'année. Alors qu'en France, un coureur en 2h10, c'est un amateur. Il gagne pas d'argent. Ouais, c'est ça. Un coureur en 2h10 au marathon, c'est un mec qui a un vrai boulot à côté et puis qui se bat tous les jours pour mettre du beurre dans ses pâtes et puis en plus donner à bouffer à sa famille. Exactement, ouais. Bien, d'accord. Depuis que tu es revenu de Portland, est-ce que tu t'es mis à fond dans le sport et du coup tu as ce statut d'athlète de haut niveau et de professionnel de ton sport, tu vas chercher des partenaires, des sponsors qui vont t'aider à vivre toute cette saison, toute cette année sans avoir à trouver un travail, ou est-ce que t'as trouvé un job et tu vis avec ça? Comment se passe la vie de Emmanuel Rudolph Lévis en tant que sportif? Enfin, je me considère comme sportif professionnel, même si c'est compliqué de dire si on est professionnel ou non. Enfin, je m'entraîne vraiment à 100% et c'est mon métier. Ensuite, ça c'est grâce en partie à mon club, hein, le Racing Multiathlon, qui est basé sur Paris et qui m'aide beaucoup. T'as tout à fait raison, il faut le dire, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Donc, oui, il faut un boulot extraordinaire. Tu l'as dit et je le rajouterai de toute façon dans les notes de l'épisode. D'accord, merci. Et ensuite, en plus de ça, oui, c'est vrai que je recherche des partenaires. C'est pas forcément facile en France, en tout cas. Pourquoi pas du côté des États-Unis. Je me considère un peu comme professionnel, même si après, en termes de rentrée d'argent, c'est pas non plus des mille et des cents, on va dire. Mais c'est suffisant pour en vivre et pour le moment, en tout cas. Je voudrais encore faire ce parallèle avec la France et les États-Unis. En France, il me semble que les agents, en tout cas en dehors du foot, sont très rares. En gros, c'est les sportifs qui se débrouillent tout seuls pour tout faire eux-mêmes, leur dossier de sponsoring, aller à la recherche des partenaires, des sponsors. Je fais bien la différence entre partenaires et sponsors pour moi, qui se débrouillent aussi pour aller trouver un club qui va essayer de les financer, etc. Aux États-Unis, il me semble que les agents grouillent de partout. De toute façon, là-bas, c'est la prime à la réussite. Donc, si tu veux être agent sportif, t'as qu'à trouver les meilleurs et puis les convaincre d'aller leur trouver les meilleurs sponsors, les meilleurs partenaires et puis du coup prendre une prime à chaque fois. Est-ce que ma vision est bonne ou est-ce que elle est un peu biaisée? Bon, déjà, moi, j'avoue, je m'y connais pas forcément à 100%, donc c'est pas trop mon milieu. C'est pas forcément un milieu que j'adore non plus. Dans mon esprit, les agents en France et les agents aux États-Unis, il n'y a pas une différence énorme. Il y a peut-être plus d'agents aux États-Unis, en effet. Je pourrais pas dire sans dire de bêtises donc voilà. Désolé. Prenons ton cas personnel. Comment est-ce que tu fais finalement pour financer ta carrière? Est-ce que tu as monté un dossier de sponsoring? Est-ce que c'est ton club qui s'occupe de ça pour toi? Qui va démarcher? Mon club essaye déjà d'avoir des partenariats avec la mairie ou des choses comme ça. Ensuite, je travaille avec un agent qui essaye également de me trouver des choses. C'est à peu près tout. Après, je suis toujours à l'affût, mais voilà. Alors, quand tu dis que tu travailles avec un agent, c'est-à-dire que c'est lui qui fait toutes les démarches, c'est lui qui prépare ton dossier de sponsoring, c'est lui qui te met en avant, ou ça, c'est des démarches que toi, tu fais? C'est lui qui essaye de me mettre en avant, oui. Et qui voit avec les différentes marques avec lesquelles il travaille,
s'il y a possibilité ou non en fait. Parce que le problème c'est que maintenant c'est très difficile en tant qu'athlète de discuter directement avec la marque en fait. On va se prendre une porte parce qu'il faut tomber sur les bonnes personnes, etc. Et c'est tout un réseau qu'il faut avoir et c'est ça que j'aime pas trop par rapport à l'époque de mon père justement où on pouvait discuter directement avec le patron de telle boîte, etc. Et c'était plus simple en fait, c'était plus simple alors que là faut vraiment avoir des relations. Il y a presque un protocole. Alors tu dis que tu as un agent. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un marché des agents sportifs? Est-ce que ce sont des gens qui viennent te contacter? Quand tu t'entraînes sur ta piste, est-ce que il y a des gens qui viennent de temps en temps, qui repèrent, qui essaient de te filer une carte et puis de faire affaire avec toi ou c'est vraiment toi qui es parti à la recherche d'un agent sportif? Là-bas, j'étais pas parti à la recherche d'un agent sportif. C'était vraiment sur les compétitions, en fait, sur une compétition, quelqu'un qui m'a dit que voilà, il pouvait travailler avec moi et moi j'étais partant aussi, donc c'est comme ça que ça a fonctionné. Après, oui, c'est pas comme en foot où il y a avoir quelqu'un qui va se ramener sur le stade et donner sa carte. Là, bon, je pense que si ça arrive, c'est que vraiment je fais 2h02 au marathon, mais pour le moment, c'est pas le cas. Écoute, il est toujours permis de rêver, hein. Le marathon, tu l'as dit, hein, c'est un sport plutôt de sage, j'aime bien dire ça, un sport de sage ou un sport d'expérimenter. Et à 25 ans, t'as peut-être plus de capacité de récupération, mais à 30 ou 35 ans, tu sais peut-être mieux gérer justement ta course, donc pourquoi pas? Ouais, c'est vrai. Et puis après tout, détenteur du record de moins de 2 heures au marathon qui n'était pas officiel, on est d'accord, et plus tout jeune non plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ceci dit, il a un palmarès derrière qui est assez imposant, que ce soit sur 5000 mètres, 10 000 mètres, depuis qu'il est jeune, qu'à 18 ans, donc champion du monde. Il est jamais trop tard, il est jamais trop tard, c'est vrai. Merci des encouragements, j'apprécie. Ok, je voudrais bien revenir un petit peu sur ce que tu as dit aussi tout à l'heure, c'est que c'est pas toujours facile, tu gagnes pas des 1000 et des 100. Est-ce que tu accepterais de nous dire à peu près le budget d'une saison sportive pour toi, alors, en mettant 2020 de côté, parce que 2020, on sait bien que ça n'a pas été une saison très représentative, mais entre les déplacements, le matériel, le logement, la bouffe, etc., est-ce que tu as déjà chiffré à peu près combien te coûte une saison? C'est-à-dire qu'il y a mon club qui m'aide beaucoup, comme je disais, le Racing Multiathlon, il me paye les déplacements, donc c'est vrai que là-dessus j'ai pas de déficit en fait. Quand je vais prendre l'avion pour aller aux États-Unis, etc., ils vont me le prendre et ils m'aident sur tout ce qui est logistique. Ensuite, en fait, c'est vraiment si je veux chercher, par exemple, à cotiser en fait. Si je veux chercher à cotiser ou ce genre de choses, ça va être plus compliqué sur le long terme en fait. C'est quelque chose que là, dans l'absolu, je perds pas d'argent et j'en mets un peu de côté, même si c'est pas énorme. Mais sur le long terme, faut trouver une solution plus pérenne. C'est ça, donc voilà. Mais oui, une saison athlétique, c'est pas comme le vélo où faut acheter un vélo, un cadre, changer des roues, etc. C'est pas excessif. Bon, là, je suis parti en stage pour mon marathon. Si on regarde ça, j'avais le billet d'avion, le billet retour. Ensuite le logement pendant 2 mois où je prenais surtout des Airbnb, donc bon, au final j'en avais peut-être pour 2000 euros, 2500 euros maximum, vraiment, en comptant la nourriture, le logement, tous les avions. Et ça c'est pour une préparation spécifique, mais si je suis chez moi, ça va pas me coûter pareil, c'est sûr. Non, mais d'un autre côté, il faut payer le loyer, il faut payer les pâtes, il faut payer le beurre qui va dans les pâtes, il faut de temps en temps prendre une petite tranche de jambon, donc voilà, c'était un peu dans cette idée-là que j'englobais tout le budget d'un sportif, parce que ça vient peut-être pas à l'idée de nos auditeurs non plus, mais quand on travaille, on a un boulot, on va bosser, on reçoit un chèque ou un virement à la fin du mois, et puis après on fait ce qu'on veut avec, loisirs, économie, investissement, etc. Quand on est sportif, c'est pas un loisir, quoi. Quand on est sportif de haut niveau, quand on est sportif professionnel, c'est notre job. Donc comment ça se passe quand on veut en vivre, cotiser pour la retraite, cotiser pour la sécurité sociale, prendre un appart ou une maison, manger tous les jours. Surtout, tu l'as dit, tu fais un peu plus attention à ton alimentation, donc j'imagine que l'alimentation représente aussi un poste de charge important. Est-ce que tout ça, c'est grâce aux aides que tu reçois du club, du département, de la région, des partenaires, des sponsors, et est-ce que tu as déjà une idée du budget à peu près, si tu veux en parler? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis à la maison, je suis encore chez mes parents, donc là-dessus, ça aide. Ça aide. Après, je suis pas tout le temps à la maison, je vais y être peut-être 6 mois ou 7 mois par an, mais c'est sûr que là-dessus, bon, les dépenses elles sont pas énormes. Mais c'est justement parce que j'ai pas le financement aussi que je peux pas non plus me permettre d'acheter un appartement. Mais du coup, oui, en fait, il y en a qui vont trouver un peu de sérénité en trouvant des partenariats avec, par exemple, avec l'armée, où ils vont avoir un emploi détaché, en fait, ou avec la mairie, ou avec, en fait, des sociétés publiques qui vont donner un salaire aux athlètes sous certaines conditions, etc. Mais c'est vraiment là-dessus que beaucoup de sportifs professionnels jouent. On en a parlé avec Clément et j'ai eu l'occasion d'en parler avec d'autres sportifs que j'avais eu à ce micro. En gros, en France, il y a 2 possibilités. Il y a
t'es indépendant, tu trouves des partenaires, des sponsors, et puis tu te débrouilles avec ça. Éventuellement ton club qui t'aide, la région, le département, voire l'armée des champions. Donc tu en parlais, hein, ce sont ces gens qui intègrent l'armée et qui sont détachés quasiment à 100% pour pouvoir pratiquer le sport et représenter les couleurs de la France, avec quelques obligations quand même de présence de temps en temps. Et puis il y a ces fameuses CIP, conventions d'insertion professionnelle, qui permettent aux sportifs de haut niveau d'être intégrés dans des grandes entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, et puis au même titre que ceux qui ont intégré l'armée des champions, et bien d'être détachés quasiment à 100%, voire même 100% pour certaines personnes, et donc pratiquer leur sport tout en touchant un salaire aussi modeste soit-il, et pouvoir se nourrir et se loger tous les jours. Donc toi, t'as plutôt opté pour l'option pour l'instant chez papa-maman, et quand t'es en déplacement, t'essaies de trouver des partenaires, des sponsors qui vont te financer ça si le club n'est pas à même de t'accompagner là-dessus. Exactement. Après, je suis en recherche justement de CIP. J'étais en discussion avec la gendarmerie et avec la SNCF ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose que je cherche et que je suis de très près. Après, c'est pas facile pour mon cas en particulier parce qu'en fait, il y a plusieurs listes de haut niveau. Je fais pas partie d'une certaine liste d'élite. Et du coup, le dossier bloque un peu dans les hautes instances. Et en fait, c'est ça. Tant que j'aurais pas fait une qualification pour les Jeux Olympiques, etc., je pourrais pas avoir accès à ce CIP. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que pour pouvoir avoir un financement, il faut être très très fort. Mais d'un autre côté, pour être très très fort, il faut réussir à vivoter avant ça, quoi. Effectivement, on en a déjà parlé aussi avec plein d'autres sportifs. Rappelle-nous un petit peu les règles de la fameuse liste des sportifs ministériels. Je sais que, comme tu l'as dit, il y a plusieurs listes. Il y a la liste espoir, il y a la liste relève, il y a la liste élite et autres. Que ces listes, elles sont établies auprès du ministère des Sports et de la Jeunesse sur demande de la fédération à laquelle tu appartiens, et donc normalement vous êtes censé, les sportifs de haut niveau, avoir des relations assez cordiales, si ce n'est plus, avec votre fédération. Oui. Après, je m'y connais pas forcément, je peux dire des erreurs, mais oui, c'est comme ça. Et si je dis pas de bêtises, pour monter sur ces listes-là, enfin la plus haute liste, il faut justement avoir fait une qualification dans un grand championnat. Cross-country ne comptons pas, à mon désavantage. Donc voilà, ça veut dire en fait les championnats du monde l'été sur la piste ou sur marathon, ou alors les Jeux Olympiques, pareil, les Jeux Olympiques d'été sur la piste ou sur le marathon. Dès que tu es sur ce type de liste, tu peux prétendre à une CIP. Donc on a vu ton histoire, on a vu un petit peu le financement, on a vu les galères que tu rencontres actuellement. 25 ans, bon. Dans le marathon, c'est assez jeune. Dans le 10 000, ça commence déjà à tirer dans les pattes, j'imagine. La récupération, l'entraînement, tout ça, ça doit être un petit peu difficile. Surtout sur le temps que moi je réalise sur 5 000. Non, j'exagère. Mais est-ce que, du coup, en dehors de réfléchir à cette CIP ou à une possibilité type l'armée des champions ou autre, tu as déjà pensé aussi à ta reconversion, à ton après sportif de haut niveau? Ouais, c'est une bonne question celle-là. C'est vrai que je suis pas encore sûr à 100% en fait si jamais je veux rester dans le monde de l'athlétisme et faire un diplôme d'entraîneur, ou alors je veux partir sur le diplôme que j'ai fait en fait. Donc quelque chose qui serait plus de l'ordre de chargé d'études dans une entreprise, etc., et complètement couper les ponts avec la course à pied. Donc c'est quelque chose sur lequel il va encore falloir que je réfléchisse. Bon, pour le moment, c'est vrai que je suis pas super stressé parce que je sais que il y a quand même des offres d'emploi dans mon domaine d'études. Non, c'est la question de savoir si je veux rester dans ce monde-là où j'ai été bercé depuis tout le temps, en fait. Et si j'aurais envie de continuer encore à entraîner ou à faire quelque chose dans ce milieu ou non, une fois terminé. Donc, c'est une question à voir pour le moment. Quel serait l'élément déclencheur qui ferait que, effectivement, tu lâches le monde de la course à pied et puis tu t'orientes vers le milieu professionnel, ou au contraire, qu'est-ce qui ferait que tu resterais peut-être encore très longtemps en tant que sportif de haut niveau? Est-ce que ce serait la recherche d'une qualification, d'un objectif, d'un record, un défi sportif en particulier, voire l'entre-deux, ce qui fait que tu choisirais une formation d'entraîneur et puis que tu te mettrais à entraîner dans le milieu sportif? Déjà, je pense que je vais rester sportif de haut niveau jusqu'à ce que mon corps dise stop, en fait. Le jour où je serai plus capable de rentrer en équipe de France, j'arrêterai sûrement ma carrière. Donc ça peut venir à 33, comme ça peut venir à 38 ans. C'est un peu flou. Maintenant, sur la reconversion en elle-même, j'aime la course à pied, mais après le problème c'est plutôt le monde qui est à côté en fait.
Entraîner des jeunes, tout ça c'est sympa, mais entraîner un athlète de haut niveau, il y a des sujets qui font mal au cœur en fait, entre le dopage, entre les magouilles, etc. Sport de niveau, c'est super bien, mais des fois on entend des trucs à droite, à gauche et ça fait froid dans le dos quoi. Donc c'est quelque chose, je suis pas sûr à 100% si je vais être épanoui dedans après ma carrière. L'avantage, c'est que au moins tu as déjà un diplôme, une formation, et il sera jamais trop tard pour rebifurquer si jamais après des diplômes d'entraîneur, après t'être consacré sans être sportif au monde du sport et en particulier de la course à pied, finalement c'est quelque chose qui te déçoit, tu pourras toujours reswitcher vers le monde de l'entreprise. Exactement, c'est ça. Donc je suis pas trop stressé là-dessus. Il faut juste que j'arrive à gérer les 5 ou les 10 prochaines années exactement comment je me débrouille. Et Dieu sait si ça peut être long, 5 ou 10 prochaines années à s'entraîner 1 ou 2 fois par jour, tous les jours, surtout sur marathon. J'imagine que c'est pas des séances d'une demi-heure. Et puis, ça en fait, quand même, ça va en faire des kilomètres d'ici 10 ans. C'est sûr, sachant que j'en fais à peu près 6500 par an. Emmanuel, on arrive tout doucement vers la fin de ce podcast. Je t'avais promis environ 1 heure. Je veux pas prendre trop de ton temps. En général, pour terminer, j'ai une série de questions auxquelles tu peux répondre soit en tac au tac, soit on peut prendre encore tout le temps que tu veux pour s'étaler un petit peu dans la réponse. Ouais, on n'a qu'à faire ça. Bon, après, je promets rien parce que c'est pas mon fort, mais allez, Allez, c'est parti. Si tu pouvais te transformer en un tout petit Emmanuel, alors vraiment pour toi c'est vraiment un tout petit, quand tu commences à peine à marcher, que tu vas commencer à être baigné dans le monde du sport. Si on a bien compris, c'est vraiment dès ton plus jeune âge, quand t'accompagnais papa qui allait faire ses séances, qu'est-ce que tu te dirais à l'oreille? Qu'est-ce qui te ferait rester ou te ferait performer encore plus dans ce domaine? D'y aller franco déjà, de pas avoir peur, de pas écouter ce que tous les gens disent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont la science infuse en fait, et de me faire ma propre expérience, de pas avoir peur de rater en fait, de pas avoir peur de rater et de prendre du plaisir bien sûr. Si tu pouvais réécrire le livre, un paragraphe, une phrase du livre de ta vie de ces 25 dernières années, qu'est-ce que ce serait? Partir aux États-Unis plus tôt. Ah, c'est marrant, Clément a dit la même chose. C'est vrai? Bon, ça va, je regrette pas l'avoir embrigadé là-dedans, alors. Ça va. Il avait l'air d'être plutôt heureux d'y être aussi. Quel a été quels ont été tes plus beaux souvenirs en sport? Ma médaille au championnat d'Europe Espoir sur 10 000 mètres. Ensuite, mon titre de champion de France de cross. Je pense qu'il y a ces deux-là. Et ensuite, j'ai quelques courses quand j'étais plus petit. Ma première qualification au championnat de France, parce que quand j'étais plus petit, j'étais pas non plus une terreur. Et pour moi, ça valait quelque chose. Donc, il y a des souvenirs comme ça, sportifs qui sont beaux. Ouais, forcément, quand t'es pas une terreur et que tu reviens le lendemain à l'école et que tu ramènes une qualif pour les championnats de France, ça doit claquer quand même. Exactement, ouais. Et à l'inverse, quel a été ou quels ont été tes pires souvenirs dans le sport? Mes pires souvenirs, qu'est-ce que j'ai... l'année Covid, c'était horrible. C'était horrible parce que c'est impossible de se préparer. Quand il y a une course, forcément, on s'y attendait pas parce que on se préparait pour autre chose et au final, il y a une course qui surgit de nulle part et t'es pas en forme parce que soit t'es cramé, soit t'es juste en coupure. Donc cette année, c'était, à part le marathon où j'ai réussi à savoir 2 mois à l'avance que j'avais ce marathon, mais sinon tout le reste, ça a été un massacre de mars jusqu'à hier quoi. Ouais. Et ça peut continuer encore, mais j'espère pas. Un autre pire souvenir, peut-être? Un autre pire souvenir, Qu'est-ce qu'on a j'en ai pas. Pourtant, il y en a sûrement à l'entraînement, des fois où il fait froid, il neige, etc., où je suis en stage et que je suis nul et que j'ai l'impression d'être nul par rapport aux autres et je comprends pas. Et ouais, il y en a eu des trucs comme ça, mais là, tout de suite, j'ai du mal à voir. Si, il y a eu des sorties longues, c'est vrai que j'ai eu une sortie longue, par exemple sur le marathon, où je l'avais fait un peu loin. En fait, j'étais venu en m'échauffant, j'étais allé sur un parcours d'entraînement. J'avais fait ma sortie longue vraiment rapidement et ça avait duré bien 1h30, mais à allure marathon presque. Et à la fin, j'étais tellement fatigué et presque en hypoglycémie en fait que j'avais dû rentrer à pied. Ça m'avait pris 2 heures pour rentrer à pied et j'étais un zombie. Donc il y a eu des trucs comme ça. Ouais. Tu vois, c'est bon à entendre parce que ça replace un petit peu les sportifs de haut niveau avec nous, avec tout le monde, avec les amateurs. On en a tous connu des trucs comme ça, mais on se dit pas qu'un sportif de haut niveau va subir ce type de galère où
permets-moi de le dire, mais a été assez bête pour croire que ça passerait, puis finalement, non, t'en as tellement bouffé qu'au bout d'un moment, t'as juste plus d'énergie, et donc il faut bien se démerder pour rentrer quand même. Exactement, faut rentrer, et je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas d'argent, j'avais envie de manger, j'aurais pu m'arrêter au McDo du coin et leur demander un Big Mac ou quoi que ce soit et de payer le lendemain, quoi. Ouais. Ça arrive. Après, sur la compétition, on a l'impression d'être fort et placé, etc., avec une belle foulée, mais derrière, il y a beaucoup d'entraînement et il y a beaucoup de défaillances aussi. C'est clair. Le copain qui m'entraîne a souvent coutume de dire écoute, aujourd'hui il pleut, il fait un temps dégueulasse. Moi j'habite au Luxembourg, donc c'est pas rare d'avoir un temps dégueulasse. Pas très loin de chez moi, j'ai une grande ligne droite de plat qui peut faire, si je la fais en aller-retour, je peux faire 60 bornes de plat, et souvent il me dit tiens, aujourd'hui le temps est dégueulasse. Aujourd'hui on va taper dedans, parce qu'au moins comme ça quand tu seras en compétition, tu sauras que tu l'as fait, puis tu te diras que la compétition c'est super facile. Ouais, c'est vrai. Des fois, la compétition est presque plus facile qu'une semaine d'entraînement, c'est sûr. On revient un petit peu sur l'esprit de la toute première question. Si tu voyais des gamins après un championnat d'Europe, un championnat du monde, si tu voyais des gamins qui venaient te voir et qui disent ah ouais, Emmanuel, comment on fait pour devenir sportif comme toi? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil là tout de suite, en dehors d'aller courir évidemment? Ouais, de croire en eux surtout, de croire en eux, de prendre du plaisir. Et voilà, après c'est sûr qu'il faut s'entraîner, beaucoup, faut pas mentir, mais je leur dirai pas ça parce que je vais pas les dégoûter non plus. Mais oui, si c'est ce qu'ils aiment, de pas hésiter à en faire, quoi. S'ils aiment courir, s'ils aiment se dépenser, de faire beaucoup d'efforts, et s'ils aiment faire du foot à côté, de pas hésiter, de pas être trop rigide avec eux-mêmes, de pas se dire c'est parce que je vais faire un foot avec les amis que ça va pas aller. Non, faut s'amuser et se dépenser, c'est le plus important, surtout dans les années jeunes, quand on est comme ça, c'est important de rester actif, mais il y a pas besoin de se mettre minable avec des séances ou quoi que ce soit, faut juste faire du sport, c'est tout. Puis pour finir, c'est une question que j'ai inaugurée avec Clément, je te donne une phrase à trous. Le talent c'est bien, mais est-ce que tu peux la compléter? Le talent c'est bien, mais ça fait pas tout. C'est pas très intéressant comme phrase, mais Bon c'est la même réponse que Clément, donc c'est bien. Je pense qu'on a compris le concept, quoi. Et tu l'as dit juste avant, il faut bosser, il faut bosser. Ouais, nous sportifs, c'est ça. On pense qu'à ça, mais bon. Super, merci beaucoup Emmanuel. Juste pour finir, si on veut rentrer en contact avec toi, si on veut discuter, où est-ce qu'on te retrouve sur Internet et sur les réseaux sociaux? J'ai un compte Facebook, on peut me contacter, ou sinon sur Insta pour ceux qui sont plus Insta. Donc mon nom c'est Emmanuel Rudolph Levis. Donc voilà, n'hésitez pas si vous posez des questions, quoi que ce soit. Ok, de toute façon je mettrai toutes les infos dans les notes de cet épisode. Comme t'es coureur, peut-être sur Strava, non? Strava, je suis moyen. Enfin, j'ai Strava, mais c'est pour faire de la décoration. Ok, ça marche. Emmanuel, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation du podcast Dans les Vestiaires. Je te souhaite une très 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 belle année 2021. De toute façon, on l'a bien compris, ça peut difficilement être pire que 2020. Quoique toi, au moins, tu l'as bien fini 2020 avec tes minima pour les JO. Et puis, écoute, je crois que le pire qu'on puisse te souhaiter, c'est de se retrouver en 2024 et d'être au bord du parcours marathon et du 10 000 pour te soutenir. Ce serait super. Merci de m'avoir invité pour le podcast, c'était très bien. C'est un plaisir. À très bientôt, ciao. Merci. Vous êtes encore là, alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens pour pouvoir contacter mon invité dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part, je suis sûr que ça lui fera très plaisir et ça l'encouragera dans tous ses projets. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs! Thank you.